Bonjour et bienvenue sur Divergence Politique. Divergence Politique, aujourd'hui on a la chance de recevoir Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Très bien, on fait qu'entre mauvaise fortune, bon cœur. La mauvaise fortune dure un peu, mais au moins elle est passionnante. Ouais, mais on a bon cœur. On va vous présenter un petit peu pour éventuellement les internautes qui ne vous connaîtraient pas, même si je pense que il doit y en avoir peu. Vous êtes anthropologue, vous avez écrit notamment un certain nombre de livres, dont on mettra le lien en description pour ceux qui souhaiteraient effectivement pouvoir trouver vos livres et pouvoir les acheter. L'un des derniers livres que vous avez écrit qui est vraiment passionnant, c'est La fabrique du désastre. Qui, pourquoi, comment? C'est un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission. On va parler de ces politiques qui nous gouvernent. Sont-ils fous? Sont-ils schizophrènes? Tout de suite générique, et puis on revient pour les réponses après ce générique. Nous sommes en guerre. Allez, nous voilà de retour dans cette émission de Divergence Politique. Jean-Dominique Michel, je le disais en préambule, vous êtes auteur notamment d'un certain nombre de livres, La fabrication du désastre, Autopsie d'un désastre, donc mensonges et corruption autour du Covid. Là, encore une fois, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir. Vous avez notamment écrit Covid, anatomie d'une crise sanitaire. Je pense qu'un jour, si vous l'acceptez, on refera ensemble une émission pour parler effectivement de toute cette période Covid qui a été absolument, d'un point de vue politique, passionnante dans le drame, que ça a créé sur notre société. Aujourd'hui, on s'est dit, on va parler un petit peu de nos hommes politiques. Est-ce qu'ils sont bien sérieux, tout simplement? Est-ce qu'ils sont tout à fait psychologiquement en place? Ou est-ce que pour certains, il y a peut-être des questions que l'on peut se poser? Déjà, comment on interpréterait au niveau franco-français notre président actuel? Alors ils sont sérieux, ils ne sont pas drôles pour autant, et un sérieux qui ne va pas dans la direction de ce qui est professé. Je dirais que c'est sans doute le thème majeur que la crise Covid, vous l'avez rappelé, a mis en lumière à l'échelle de notre société. C'était déjà latent depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs en place et qui ont été mis en place de manière intentionnelle et par des procédés très précis, prétendent travailler pour le bien commun et dans une certaine direction, alors qu'en fait, ils servent un agenda qui est totalement contraire. Donc Macron, c'est l'exemple. Pour lui, il voulait permettre à la France de sortir du clivage gauche-droite, déboucher sur un renouveau français. Il avait promis, par exemple, qu'il n'y aurait plus de SDF à la fin de son mandat. Et ce qu'on voit à l'inverse, c'est qu'il a tout fait pour détruire la France, que le pays s'est très grandement paupérisé et qu'il a bradé les intérêts nationaux au monde entier. Mais ça, c'est la réalité de son projet politique. Donc je dirais que s'il y a un thème vraiment central à notre propos, c'est celui de voir qu'aujourd'hui, il y a des incantations, c'est-à-dire un discours qui est proféré et dont un certain nombre de personnes, à la fois citoyens, journalistes, responsables politiques, se satisfont en disant, mais vous avez entendu, il a bien dit qu'il voulait travailler pour la grandeur de la France, alors que tous les actes pointent dans une direction opposée. Et donc une difficulté pour le commun des mortels de penser cette différence extrême entre ce qui est dit et ce qui est fait, et une espèce de gymnastique difficile qui conduit d'ailleurs beaucoup de gens à, au fond, cesser de réfléchir parce que ce différentiel devient trop douloureux. Alors justement, Macron, roi du en même temps, est-ce qu'il est en même temps dans sa tête? C'est-à-dire, psychologiquement, pour un docteur, on dirait bipolaire. Est-ce que c'est une stratégie de communication ou est-ce que véritablement, intérieurement, il est tiraillé entre des avis complètement divergents? Alors merci, parce que vous avez utilisé dans l'introduction et maintenant deux termes qui relèvent de la psychiatrie. Vous avez demandé s'ils étaient schizophrènes, maintenant vous demandez s'il est bipolaire. Et forcément que quand on cherche à penser la psychopathologie extrême, on se réfère aux grandes pathologies psychiatriques, la schizophrénie, la psychose, les troubles bipolaires, alors qu'en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec cela. Strictement rien à voir. Par contre, il est légitime d'utiliser les mots que vous utilisez
parce qu'il y a quelque chose de cet ordre. Le « en même temps » de Macron, c'est la version hyper toxique d'un principe assez juste qui est celui de la logique contradictorielle. Dans la logique classique et toute la politique du 19e siècle, si deux choses sont contradictoires, alors il y en a forcément une des deux qui est fausse. C'est la base de la logique aristotélicienne. Mais le réel est multiple, il est complexe, il est paradoxal à beaucoup d'endroits. Donc le fait de dire il ne faut pas exclure certains thèmes, mais tous les réunir dans un processus de pensée, vous voyez, c'est une ambition qui est plutôt noble sur le plan de la pensée. Par contre, Macron fait ici comme il le fait tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, il pervertit un concept juste pour en faire quelque chose d'une toxicité extrême. Et en l'occurrence, Macron, du fait de sa propre psychopathologie, j'ai identifié ça très vite avec d'autres et à la suite d'autres, est effectivement quelqu'un qui est dans des fonctionnements pervers extrêmes, c'est-à-dire qu'il va utiliser des contradictions, non pas pour nous aider à mieux penser les choses, mais pour nous mettre devant des impossibilités qui vont conduire à une sidération. C'est-à-dire qu'on va arrêter de penser parce que ce qu'on voit et ce qui nous est dit ne sont plus conciliables, comme je l'ai dit. Un exemple très concret. Quand il a reçu une baigne de Brigitte Macron à Kuala Lumpur, si je ne m'abuse, c'est filmé par des caméras de journalistes. On voit Macron se prendre une monstre baigne. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir, étant donné que la porte était ouverte et que Macron était dans le champ des caméras, si quand même ils n'étaient pas vaguement au courant de ce risque. Mais toujours est-il qu'il se prend un pain. Et à partir de là, tout l'appareil médiatico-politique français culpabilise le fait d'avoir vu ce qu'on a vu. Si vous dites, mais j'ai vu que Macron s'est pris une baffe de Brigitte, alors ça veut dire que vous êtes un complotiste, alors ça veut dire que vous tombez dans des théories fumeuses, et lui vient nous expliquer, non mais on se chamaille. On chamaille souvent, c'est juste chamailler. Donc, entre ce qui est vu et montré et ce qui est dit, c'est irréconciliable. Les deux ne peuvent être pas vrais en même temps. Et comme la plupart des gens ne veulent pas tomber dans l'étiquette que les médias et la caste politique brandissent instantanément, ben, finalement, on fait comme si on n'avait pas vu. Et Macron, effectivement, est un profil très pervers, très particulier. On peut même soupçonner qu'il pourrait être issu d'un programme de conditionnement mental, style MK Ultra. Donc, vous savez que les services secrets de tous les pays endoctrinent et travaillent le psychisme de certains individus pour en faire des outils dociles de leurs intérêts. Et Macron, on peut creuser si vous le souhaitez, mais présente un bouquet de caractéristiques de cette nature dont on voit accessoirement les résultats, les effets délétères sur le devenir de la France. Alors, ceci étant, bon, dans beaucoup de foyers, les garçons entre eux se bagarrent. Hein, ça arrive, on dit souvent que les frères se chamaillent, c'est pas pour ça qu'ils se détestent. Donc là, on peut imaginer qu'entre garçons, au sein du couple Macron, excusez-moi, il peut y avoir des bagarres. Donc peut-être effectivement on y voit beaucoup de mal. Je dis ça de manière malicieuse. Alors justement, si on reste sur la question d'Emmanuel Macron, parce que c'est notre président, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. C'est pas quelqu'un qui est simple membre d'une administration lambda dans un bureau éventuellement de province. C'est la personne qui représente notre pays. Effectivement, il y a un tempérament ou du moins une façon d'agir ou de véhiculer la stature présidentielle qui a été extrêmement surprenante pour tout le monde, je crois, depuis le début de son mandat. Est-ce que je vais essayer de voir, je vais me porter l'avocat du diable. Est-ce que c'est une façon moderne et jeune, on pourrait le dire gentiment comme ça, ou est-ce que ça traite effectivement de pathologie ou d'ancrage qui remonte peut-être à l'adolescence ou à l'enfance, sur lequel il y a véritablement de quoi avoir des inquiétudes pour une personne qui a autant de pouvoir, autant de poids de décision. Oui, il y a 3 anomalies majeures avec Emmanuel Macron. La première, c'est celle de son parcours personnel. Alors, on sait toutes les controverses et les théories qui circulent au sujet de son couple et de l'identité de son conjoint, mais en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que cela, qui est que tant du côté de Brigitte que du côté d'Emmanuel, il y a des zones d'ombre phénoménales dans leur parcours respectif, mais phénoménales. Et Macron, en l'occurrence, fils de médecin de province, qui très vite se retrouve nommé associé gérant chez Rothschild à Paris.
après quelques années dans la boîte, où il n'a rien démontré d'exceptionnel, qui a passé l'ENA, mais d'une manière qui a requis qu'on efface tous les dossiers de cette volée, ce qui de nouveau est sans précédent. Qui après se retrouve poulain d'Atali et promu par toute la presse oligarchique en France comme étant le candidat naturel pour l'élection présidentielle. Vous voyez, il y a un ensemble d'anomalies. Alors, tout destin contient une part d'imprévu ou de romanesque, mais quand il y a une accumulation d'éléments de cette nature, à un moment donné, on se dit, mais c'est juste pas possible. Il se trouve que Jeffrey Epstein, par un curieux hasard, est dans la même situation. C'est un type qui était professeur de mathématiques, qui n'avait même pas de diplôme universitaire. Et il a été pris sous son aile par des grands financiers juifs de New York, qui l'ont nommé à un poste correspondant à celui de Macron au bout de 2 ou 3 ans de boîte, alors qu'il n'avait rien démontré de significatif. Donc il y a des promotions qui sont totalement inexplicables à la lumière des procédures habituelles, mais même des talents que pourraient avoir l'un et l'autre, parce que s'ils ont un tel talent de manipulateur, certains, ils n'en ont pas dans la finance. Donc, il y a déjà un élément très trouble sur son parcours. Il y a un élément évidemment trouble sur son action politique. On a vu qu'il a dépecé la France, mais plus que ça, qu'il a systématiquement semé la zizanie en veillant à ce que tout l'écosystème institutionnel s'effondre. Et la quintessence de ça, c'est quand, par exemple, il a dit les citoyens qui ne veulent pas se laisser injecter avec une injection génique expérimentale comme je leur ordonne, ne sont plus des citoyens. Vous voyez, donc, un citoyen qui fait usage de sa liberté de penser et de sa liberté de décision parce que ça s'oppose au diktat d'Emmanuel Macron, n'est plus un citoyen dans la parole présidentielle, je vais les emmerder, et puis surtout, la caste médiatico-politique qui fait semblant que des postures de cette nature sont acceptables, alors qu'évidemment qu'elles ne le sont pas, a fortiori dans la Ve République, où le président doit incarner l'unité nationale. Et puis, le troisième élément vraiment suspect, j'en ai fait des décryptages très soigneux sur ma chaîne, dans différents épisodes qui lui sont consacrés, c'est qu'on voit apparaître chez lui des états dissociatifs ou des micro-expressions, comme on les appelle en psychologie, où tout d'un coup, il entre dans une espèce de transe très frappante quand on fait un arrêt sur image. Par exemple, un jour où il a expliqué à Edoui Plenel sur un plateau de télévision que, étant donné qu'il n'est pas motivé par l'appât du gain, il faudrait vraiment qu'il soit très pervers. Et là, il a un espèce de blanc où tout d'un coup, on voit quelque chose de fou apparaître dans son regard. Et d'ailleurs, les gens commencent à ricaner sur le plateau, un ricanement de gêne. Vous voyez, parce que Macron dit, il faudrait vraiment que je sois quelqu'un de très pervers. Pour être dans ce dans quoi je suis. Et ces suspensions dissociatives, j'en ai identifié un certain nombre. On la voit également apparaître quand il évoque des malheurs qu'il a lui-même infligés aux Français. Par exemple, une autre prise de parole célèbre, il dit « Oui, pour les étudiants qui ont 20 ans, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. » Et là, il a une espèce de rictus de jouissance fugace. Il faut faire un arrêt sur image pour le voir, mais qui est totalement anormal, qui est totalement décorrélé de ce qu'il est en train d'exprimer, mais qui, au fond, révèle un aspect profond de sa personnalité. Et on sait par des confidences de journalistes, quand il a fait cette dissolution de l'Assemblée nationale, il a dit « Je me réjouis d'avoir lâché une grenade dans la patte des responsables politiques. » Donc, en tant que président de la République, sa jouissance, c'est de balancer des grenades dans les pattes des politiciens qui pourraient lui faire ombrage. Vous voyez, là, on est dans quelque chose qui relève de la folie. Alors, c'est pas la schizophrénie, c'est pas les troubles bipolaires, c'est la perversité extrême à tonalité paranoïaque, mais c'est par ailleurs assez bien connu dans la littérature scientifique. Alors justement, une personne lambda, on va dire un Français lambda, qui serait atteint de ce type de pathologie médicalement, normalement, comment il est pris en charge, comment il est, je dirais, traité? Alors, ils ne sont pas. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, rapide bien sûr, du profil. C'est en fait des gens qu'on considère aujourd'hui qui relèvent de ce qu'on appelle la tétrade noire. C'est-à-dire qu'il y a 4 pôles. L'un, c'est le machiavélisme. Ce sont des manipulateurs sans foi ni loi et ils n'ont aucune loyauté envers quiconque. Des journalistes l'ont écrit dans des biographies comme Le Traître et le Néant. J'ai des noms qui correspondent. Mais... Il fait croire aux gens qu'il a de l'affection pour eux, mais uniquement pour pouvoir les manipuler. Il les lâche comme des Kleenex sales dès qu'ils ont mordu à l'hameçon et qu'il n'en a pas besoin. Deuxième trait de caractère, c'est le narcissisme.
il n'y a que moi qui existe, les autres sont des jouets avec lesquels je m'amuse. Il y a la psychopathie, c'est-à-dire l'absence de compassion pour la souffrance des autres. Il sait faire semblant. Il y a eu un fameux discours après les Gilets jaunes où il a expliqué « Oui, j'ai parfois été un peu dur et irréfléchi, mais j'ai compris votre souffrance, je suis avec… » Et vraiment, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, sauf que c'est un numéro d'acteur dont il ne ressent pas la moindre once. Et le dernier pôle, c'est le sadisme, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance à infliger de la souffrance aux autres et à s'en tirer. Donc, avec cette combinaison, on est très très mal. Alors, il faut savoir qu'elle concerne, d'après les recherches actuelles, à peu près 2 à 4% de la population. Il y a des gens qui sont câblés comme ça pour leur intérêt propre uniquement et une jouissance à mettre les autres en souffrance, qu'on retrouve dans des cas de harcèlement au travail, d'emprise psychologique, de manipulation perverse. Le problème, c'est que les positions de pouvoir, avec les moyens qu'elles donnent, attirent les plus problématiques de ces profils-là. Ah oui, parce que j'allais vous dire, 2 à 4%, on n'est quand même pas très chanceux. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a dans les cours d'école qui font du harcèlement scolaire, il y en a dans les entreprises, il y en a dans les institutions, il y en a dans les partis politiques, il y en a dans les ONG, les syndicats, les métiers de soins, et ça va jusqu'aux EHPAD. Donc, ces gens-là sont partout, et comme eux-mêmes ne souffrent pas de ce profil, ils ne demandent jamais à être soignés, à tel point qu'on ne considère même pas que c'est une pathologie psychiatrique. Ce sont des troubles de la personnalité, mais les personnes ne cherchent pas à changer, vu que c'est leur économie psychique et qu'ils arrivent la plupart du temps à donner le change. S'ils se font démasquer quelque part, ils changent de carrière et ils recommencent ailleurs. Alors, quel impact ça peut avoir, par exemple, on va prendre un cas concret, on a un monde qui est extrêmement fracturé actuellement, on voit des conflits de plus en plus nombreux, de plus en plus à intervalles réguliers et courts. Bien entendu l'Ukraine, la Palestine, l'Iran dernièrement, etc. Les tensions à Taïwan. Bon, voilà, on est dans une période très intense que l'on n'a peut-être pas connue depuis très très longtemps. Quel danger ça peut avoir sur une personne justement qui serait par exemple président de la République, qui correspondrait effectivement aux critères que vous avez cités, dans des cas ou des situations, par exemple comme avec la situation en Ukraine. Est-ce qu'on peut avoir une crainte justement de péter les plombs et de dire on s'engage comme ça de manière unilatérale? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, il y a un autre motif qu'il faut introduire, c'est que de toute manière, dans les systèmes de compétition pour arriver au pouvoir, des profils relativement normaux et relativement bienveillants ne deviennent pas président de la République en France aujourd'hui. Il faut être animé par une telle ambition, par une telle soif du pouvoir, par une telle absence de scrupules d'écraser les autres, savoir déjouer les coups tordus. Enfin, il faut déjà être dans un profil passablement pathologique. Par beau temps, ça n'empêche pas que des profils ayant un sens du bien commun réel, pensez au général de Gaulle à l'époque ou à Pompidou, ou un autre exemple qui me viendrait à l'esprit, mais on en discutera si vous le voulez, c'est Poutine en Russie actuellement. C'est clair que Poutine est aussi quelqu'un qui a un psychisme très particulier. Maintenant, on doit lui donner le crédit 25 ans plus tard de relever qu'il a mis ses compétences personnelles anormales et problématiques en partie au service, malgré tout, du bien commun de la population, qui est beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle n'était il y a 25 ans. Donc, par beau temps, ou lorsqu'il y a une espèce de convergence entre l'état d'une population et un dirigeant charismatique, ça peut cliquer pour donner quelque chose de relativement favorable, mais en l'absence de cette réalité, ça donne des profils qui sont totalement opportunistes. Sarkozy, Hollande, soit très incompétents, soit très opportuniste, soit très vendu à l'étranger. C'est quand même Sarkozy qui a vendu la France à l'OTAN et aux États-Unis. Macron continue aujourd'hui. Et il faut aussi relever ce thème que des personnes comme Macron en France, ou ça a été le cas de Justin Trudeau au Canada, ne sortent pas de nulle part. Elles ont été choisies pour des caractéristiques par ceux qui ont le pouvoir de faire les rois aujourd'hui. Je cite la parole de François Fillon, l'ancien Premier ministre français, qui disait « mais c'est Bilderberg qui a choisi de mettre Macron à sa place parce que c'est évident qu'il allait aller dans le sens du plan qu'ils veulent pour la France ». Donc, c'est un témoignage de Premier ministre français
qui nous explique que l'impression qu'on peut avoir un peu complotiste, qu'il y a certains qui pipent les dés et qui tirent les ficelles dans Londres, est en réalité une réalité première. Et quand ces gens ne sont plus utiles, comme Trudeau au Canada, on les vire, on les remplace par des gens tout aussi mauvais. Et Macron, c'est évident qu'avec son profil psychologique, il a ce côté va-t-en-guerre, en plus de complexer. Vous vous souvenez de ces photos, on le voyait cogné sur un sac de boxe avec des biscottos démesurés. C'est évident que c'est photoshopé, c'est presque ridicule de montrer assez ridicule. Un gringalet pervers et non crédible comme Macron en grosse brute physique, mais en même temps, ça révèle une partie de son imaginaire personnel et qu'il se verrait en chef de guerre, envoyer des gens périr au front dans des postures martiales où toute la France serait debout derrière lui, parce qu'effectivement, ça correspond bien à sa psychopathologie à lui. Alors, est-ce que, justement, bon, on va faire le rebond avec Vladimir Poutine, deuxième personnage central politique au niveau mondial dans cette émission. On parlait de l'histoire des grandes boxes de Macron. Est-ce que ça renvoie ou est-ce que c'est une tentative d'aller sur le terrain de Vladimir Poutine, dont on a souvent vu des photos, des posters, des t-shirts, des mugs de Vladimir Poutine dans des situations parfois improbables et parfois complètement fictives. Il y a des images, notamment de Vladimir Poutine chevauchant un ours. Alors, c'est un détournement d'une fois où il était à chevaucher, là, je crois, dans l'Altaï, si je dis pas d'erreur, un cheval dans un ruisseau, dans un lit de rivière, pardon, torse nu. Enfin, voilà, des choses qui sont pas forcément sur ce qu'on attend de l'image d'un président. Là, est-ce que c'est un concours d'ego entre président de la République français et le russe? Qu'est-ce qu'on peut dire de Vladimir Poutine? Vous en avez parlé, c'est quelqu'un qui a aussi une personnalité extrêmement forte et particulière. Oui. Alors, de Poutine, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que l'image que les populations en ont en Occident est totalement brouillée, parce qu'il y a eu un tel travail de propagande de la part des médias et de la classe politique de nos différents pays, qu'au fond, on se représente Poutine comme une espèce de dictateur assoiffé de sang, qui est prêt à partir en guerre à la première occasion. Pour toutes les personnes qui connaissent la Russie ou qui vivent en Russie, ils savent que ça n'est absolument pas la réalité du personnage. Et d'ailleurs, il y a quelques diplomates américains qui ont été en poste pendant des années à Moscou, qui ont écrit des livres sur ce profil psychologique en montrant qu'il est infiniment plus complexe. Et alors qu'on nous le dépeint sous cet archétype en Europe, il est considéré en Russie surtout comme quelqu'un d'assez attentiste, peut-être d'extrêmement prudent, de très centriste et tempérant. Enfin, ça n'est pas du tout le profil qu'on nous dégage. Cela dit, évidemment que pour être Vladimir Poutine, il faut avoir un grain. Il faut ne pas être comme le commun des mortels et se souvenir également que dans son histoire personnelle, il a quand même été agent du KGB pendant des années. Après, il est devenu chef des services qui ont remplacé le KGB avant qu'une fois Eltsine n'étant plus capable d'assumer le pouvoir, on vienne le chercher. Et puis assez vite, il a compris aussi qu'une mobilisation martiale autour de la guerre de Tchétchénie et puis les opérations en Géorgie était susceptible de fédérer le pays derrière lui dans un imaginaire russe très ancien, qui est que, étant donné que c'est un pays sans barrière naturelle qui est exposé aux hordes de envahisseurs, une compétence militaire et technologique a été nécessaire à protéger les frontières. Donc, lui, il est retombé assez naturellement dans ces archétypes pour ressusciter aussi un peu la fierté nationale russe. La différence entre un Macron et un Poutine, c'est qu'un Poutine, il est capable d'assassiner quelqu'un à main nue, il est capable de faire assassiner des gens, il est capable de diriger une armée, c'est quelqu'un qui a de la bouteille et une expérience dans le domaine de la guerre et des armes. Macron, vous égorgez un poulet devant lui, il tombe dans les pommes. Non mais vraiment, c'est un espèce de type qui a été élevé dans la soie, dont on a de sérieux doutes quant à sa caractère efféminé et ses préférences sexuelles. Donc c'est typiquement le genre de type qui met en scène tout un cirque, mais qui n'est pas crédible une seconde, parce que si vous le mettiez sur le terrain en opération, il pleurerait maman à la première seconde. Donc on voit d'un côté que Poutine, à tort ou à raison, mobilise cet archétype martial, il va en hélicoptère sur le front du Donbass, il est vu dans des salles en treillis militaire, mais Macron, on est dans la fiction totale. On est dans Colargol qui se prend pour Staline, je veux dire. Donc ça renforce encore le côté choquant, mais de nouveau, dans le profil psychologique que je viens de décrire, il n'aurait aucun problème à envoyer des milliers et des milliers de jeunes Français se faire démolir au front. Ça ne lui ferait ni chaud ni froid, parce qu'il est désaffecté.
Alors que, d'après ce que je sais de l'état-major russe actuel, ça n'est vraiment pas la perception qu'ils ont, mais aussi parce qu'il y a cette dimension spirituelle supplémentaire qu'on ne voit plus depuis l'Europe de l'Ouest, qui est que des gens qui sont habités par une foi orthodoxe chrétienne, pour eux, toute vie humaine a une valeur de dignité. Vous savez, c'est cette fameuse phrase que j'aime bien rappeler de Louis XV, emmenant son fils le dauphin à la bataille de Fontenoy, après le combat, et montrant les morts et les blessés sur le champ de bataille, et qui disait à son fils, « Le sang des êtres humains est infiniment précieux, y compris celui de nos ennemis. » Ben, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas juste être indifférent quant à la mort, un génocide, un massacre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'image du Christ. Alors peut-être que des fois, dans des contextes de guerre, il faut pouvoir aller jusqu'à tuer son ennemi, mais jamais dans cette insensibilité ou ce sadisme qui prévalent aujourd'hui en Occident. Et on sait que les pays occidentaux ont envoyé des générations d'Ukrainiens dans un hachoir à viande sans état d'âme. Ils s'en contrefichent. Donc, vous voyez, on est dans des heures d'image et de réalité qui sont malgré tout très, très polarisées. Mmh. Côté Vladimir Poutine, donc effectivement, c'est quand même une personnalité tout à fait singulière. Est-ce que le fait que les populations russes et occidentales soient véritablement singulièrement différentes dans leur perception sociétale, c'est-à-dire qu'effectivement en Russie, le wokisme n'est pas encore arrivé et je pense qu'il n'est pas prêt d'arriver. Est-ce que ça modifie peut-être l'équilibre psychologique et de communication que doivent avoir respectivement chacun des deux présidents? Par exemple, si on reste sur notre comparatif Macron-Poutine. Oui, bien sûr, parce que, et c'est frappant avec Poutine, c'est frappant avec Lavrov, mais après on pourrait prendre d'autres exemples dans d'autres pays, de ces très grandes civilisations millénaires comme la Russie, la Chine, l'Inde, la Perse. Oui. Nous avons des responsables politiques qui sont profondément lettrés, cultivés au fait de l'histoire, au fait de la géographie, au fait de la géopolitique. Et donc, on se souvient du début de l'interview de Poutine avec Tucker Carlson, où il a parlé pendant 40 minutes de l'histoire de l'Ukraine, à partir des débuts et du prince Vladimir qui importe la religion orthodoxe depuis Hagia Sophia, Constantinople. Et comparativement à l'indigence extrême des discours politiques en Occident, qui aujourd'hui ne sont plus que des agglomérats de clichés pondus par des communicants, on voit qu'il y a de la culture et du sens de l'histoire d'un côté et pas du tout de l'autre. Et je pense que, alors le wokisme, c'est un épiphénomène, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas dans quelle mesure Poutine est sincère en la matière, mais après tout, pourquoi pas? Vous voyez, quand il disait, ce qui est une posture qu'on retrouve aussi dans beaucoup de pays musulmans, au fond, les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas le faire en public et de ne pas chercher à endoctriner les autres dans une orientation particulière. C'est un repère de civilisation. Qu'est-ce que l'obscène? C'est le fait de montrer publiquement ce qui relève de l'intime. Donc, cher ami, vous avez envie de vous habiller en soubrette et de passer des moments avec un homme barbu, grand bien vous fasse. Qui serions-nous pour vous juger à ce sujet-là? Mais chez vous, dès que vous sortez en public habillé en soubrette avec des plumes multicolores où je pense, ça veut dire qu'il y a une obscénité qui se généralise dans l'espace public parce que ce sont des questions qui relèvent de l'intime. Et au fond, l'Occident a vu exploser au cours des dernières décennies, et il semble que ça soit très intentionnel comme plan, tous les repères qui permettent de garder de la pudeur et de la dignité en société. Le respect des personnes âgées, le serment d'Hippocrate, le respect des enfants à l'éducation nationale, une certaine probité au niveau de la classe politique et des institutions judiciaires. Alors on est d'accord, rien n'est jamais parfait sous aucun ciel, mais il y a quand même des limites à l'outrance. Et aujourd'hui, depuis les deux quinquennats de Macron, en tout cas en France, il n'y a plus aucune limite. C'est le banquet est ouvert, vous avez des espèces de troupes de pourceaux qui se baffrent au buffet de la République, tout en disant aux Français qu'ils doivent bien se serrer la ceinture. Et on voit qu'il y a une décorrélation entre les élites et la population qui, d'après ce que je connais des pays anciennement d'Europe de l'Est, n'existe pas à des niveaux comparables. Et d'ailleurs, cette distorsion extraordinaire, où on explique que la Russie, c'est un système mafieux avec les oligarques et Poutine, mais que la France, c'est une démocratie,
Alors que quand on connaît un peu la réalité de l'histoire récente, Poutine a beaucoup fait pour contenir le pouvoir des oligarques, alors que Macron a offert tous les leviers du pouvoir aux oligarques en France. Donc, vous avez aussi cette inversion accusatoire où on va accuser l'autre de ce qu'on fait soi-même encore plus, qui est caractéristique des systèmes pervers. Absolument passionnant, en tout cas. Ça me fait penser ce que vous venez de dire à la déclaration du Premier ministre Bayrou cette semaine, qui indiquait que tous les Français devaient mettre la main à la pâte pour redresser le déficit français. C'est quand même étonnant venant de sa part, sachant que la première chose qu'il a fait lors de sa nomination était de prendre un hélicoptère de la République pour aller à un conseil des ministres dans la ville sur laquelle il exerçait des fonctions locales. Donc bon, visiblement, on fera tous des économies et on fera tous des efforts, sauf peut-être lui et certains autres. Alors, dans cette émission, il nous reste quand même un personnage emblématique qu'il faut qu'on aborde. C'est peut-être celui qui fait le plus parler de lui actuellement, Donald Trump. La psychologie de Donald Trump est quand même quelque chose qu'il va falloir qu'on détaille ici avec vous, parce que c'est pas quelqu'un qui démultiplie les déclarations contradictoires, c'est quelqu'un peut-être même qui s'auto-réinvente d'un jour à l'autre. Comment on pourrait juger Donald Trump? Là, encore une fois, Donald Trump, il y a peut-être vous avez fait dans les interventions précédentes, vous avez parlé de quelque chose qui est très important. La politique pour la Chine, la politique pour la Russie, c'est une diplomatie et une politique extrêmement traditionnaliste, avec effectivement des débats qui se passent en off, une diplomatie feutrée, etc. La diplomatie de Emmanuel Macron, la diplomatie de Donald Trump, c'est des réseaux sociaux, c'est de la com en permanence. Et là, pour le coup, de Donald Trump, il tweet. Alors, il tweet plus maintenant qu'il est plus ami avec Elon Musk. Il écrit sur son réseau social de Social Truth. Il écrit en permanence tous les jours. Enfin voilà, comment on pourrait qualifier Donald Trump? Un observateur, et je crois que c'est Youssef Indy, a très justement souligné que c'est un pur produit de la société du spectacle. Vous savez, il y a cet intellectuel français, Guy Debord, qui avait écrit des choses passionnantes dans les années 80 en montrant qu'on allait vers des formes de simulacre, vraiment une société du spectacle qui deviendrait complètement folle en ce sens qu'elle s'affranchirait du réel. Et ce qu'il faut rappeler de Donald Trump, c'est que c'est un personnage public aux États-Unis depuis très longtemps à travers sa réussite immobilière, mais il a été sauvé de la faillite à plusieurs reprises par des banques juives, donc ça pose quand même quelques questions. Puis le fait qu'il a été une star de la télé-réalité avec le programme The Apprentice, puis qu'il a mis en échec tous les paris quant à son accession à la Maison-Blanche à 2 reprises, donc c'est un caractère hors du commun et qui a un sens de la communication absolument spectaculaire. D'ailleurs, une chose me semble-t-il que les Européens négligent souvent, c'est qu'il a grandi avec un père promoteur immobilier, et il en témoigne dans ses écrits. Dès enfant, son père l'a pris sur des chantiers où il a rencontré des contremaîtres, des maçons, des électriciens. Vous voyez, ces gens qui sont dans la vie concrète. Et en fait, Trump donne l'impression d'avoir une extraordinaire fibre relationnelle. Il sait entrer en relation avec les gens extrêmement vite et notamment parler à l'Amérique profonde. Et ça, il faut vraiment lui laisser les épisodes où il servait des frites au McDonald's, où il conduisait un camion poubelle pendant la campagne parce que le camp adverse avait dit que ses électeurs étaient des ordures. C'est génial en termes de communication. Et on comprend que ça séduise. Il a de surcroît ce toupet où il se permet à peu près tout, évacuer Téhéran parce que je risque de me fâcher. Aucun homme politique, chef d'État décent ne pourrait imaginer se comporter de la sorte. Et c'est toujours très séduisant pour le public d'avoir des gens qui s'exonèrent des règles de comportement. Alors, je sais qu'aux États-Unis, en Europe, beaucoup de personnes avaient placé beaucoup d'espoir en lui parce qu'il y a cette théorie qui circule, notamment relayée par Q et QAnon, qu'en fait, Donald Trump est là pour s'attaquer à l'État profond, pour libérer nos États, qu'il est allié avec Poutine et la Chine, mais qu'il veut pas que ça se voie parce qu'il veut que l'opinion publique mûrisse dans la compréhension de la corruption qui règne en Occident. Et il y a vraiment des gens qui sont persuadés de ça. Ce qui me concerne, j'ai coutume de toujours rappeler que je travaille par hypothèse. Donc cette hypothèse me paraît à ce stade très peu probable. Il est possible qu'elle soit vraie.
Toutefois, alors même qu'il avait promis l'inverse pendant toute sa campagne, Trump est en train aujourd'hui de montrer un soutien inconditionnel à Israël et au génocide en cours en Palestine. Il semble que les États-Unis soient le vassal d'Israël. En réalité, ça n'est pas moi qui le dis, c'est quelques-uns des plus grands observateurs nord-américains, Jeffrey Sachs, colonel McGregor, Tucker Carlson. On voit vraiment que toute la classe politique américaine est assujettie à l'État d'Israël et au Mossad, et Trump, le doigt sur la couture, fait tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible dans cette direction. Il renie tous ses engagements quant au fait qu'il n'aime pas les guerres et qu'il veut les arrêter. Souvenons-nous, il disait « je fais la paix en Ukraine en 24 heures ». Bon, on attend toujours. Il avait promis de révéler les dossiers Epstein, de l'assassinat des frères Kennedy. Il a trahi sa parole. Et de surcroît, là encore, en termes de communication visuelle, c'est extraordinaire. Avec cette scène, il y a 3 jours, si je ne m'abuse, dans une réunion du cabinet, un journaliste lui rappelle « mais le dossier Epstein, vous dites maintenant qu'il n'y a rien, mais on était quand même en train de dire qu'on allait tout déballer et que c'était très grave. » Et là, il se fâche, il engueule le journaliste. « Je ne peux pas croire que vous reveniez encore sur cette affaire Epstein. Comment osez-vous » Sauf que il est en train de se décrédibiliser aux yeux de l'Amérique entière. Alors, les tenants de la théorie Q disent « c'est un joueur d'échecs, il a 25 longueurs d'avance sur tout le monde, il bouge chaque pion, il a lu Sun Tzu et l'art de la guerre, vous n'avez aucune idée à quel point il est calme, froid d'esprit et méticuleux dans ce qu'il fait. » Et puis quand André Berkoff demande à Jeffrey Sachs, grand géopolitologue de l'Université Columbia, « mais est-ce que vous pouvez vous représenter Trump en joueur d'échecs ?» Sachs éclate de rire en disant « c'est un impulsif, c'est un trublion, c'est un narcissique, mais c'est certainement pas un joueur d'échecs qui réfléchit plusieurs coups à l'avance. Il part dans une direction ou l'autre au jour le jour. » Donc j'ai envie de dire, on en est là aujourd'hui, mais les derniers indices sont très inquiétants. Parce que une des caractéristiques du profil commun qu'ont tous ces gens, c'est le risque de perdre contact avec la réalité un jour, et que le fait de décréter quelque chose façonne quelque chose de plus vrai que la réalité. Donc si Trump dit « j'ai sauvé le monde d'une 3e guerre mondiale », c'est complètement grotesque. Il a entériné des fausses informations israéliennes qui n'ont foutu le coup depuis 30 ans, que comme quoi l'Iran est à 2 doigts d'avoir la bombe atomique. Tout le monde sait que c'est faux. Mais Trump, tout d'un coup, en donnant tort à ses services secrets, en donnant tort à Tulsi Gabbard, dit « j'en ai rien à foutre ce qu'ils disent, c'est vrai, on va aider Israël », il va bombarder un terrier de renard au fin fond du désert et il dit au monde « regardez, j'ai évité la 3e guerre mondiale ». Mais on est dans du délire à l'état pur. Alors les tenants de cul disent « mais il a coupé l'herbe sous le pied des Israéliens ». Mais il a coupé l'herbe sous le pied de personne. Les Israéliens, ils sont déjà en train de recommencer et de dire « attention, les Iraniens recommencent à vouloir la bombe ». Pour couper l'herbe des Israéliens, il suffisait au début qu'ils disent cette idée que l'Iran est à 2 doigts d'avoir la bombe, c'est une foutaise. On sait que c'est une foutaise. Ça contredit tout ce qu'on sait. Et c'était coupé, vous voyez, c'était mort dans l'œuf. Donc, il est parti dans toutes les directions et il y a des gens qui se disent « ah, mais qu'est-ce qu'il est doué !» Vous savez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Ça me rappelle le retour du gros blond avec une chaussure noire. Vous vous souvenez, c'est ce musicien complètement tête en l'air, maladroit, Pierre Richard, qu'on fait passer pour un espion pour appâter le colonel Milan, si je ne m'abuse, qui complote contre son chef. Et par un concours de circonstances et toutes sortes de maladresses, il arrive à se sortir de tous les guêpiers. Et à ce moment-là, Milan dit « ah, il est très fort, il est vraiment très très fort ». Et Trump, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il part dans tous les sens et il y a des gens qui se disent, 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 gens qui se disent. Mais Netanyahou, il est quand même en train de génocider une population à Gaza. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est un énorme biais cognitif, mais peut-être que je me trompe. Mais il donne l'impression, en tout cas, d'être totalement soumis à Israël et au projet messianique génocidaire qui parasite totalement la classe politique américaine, et ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça, c'est vraiment des gens qui ont décollé pour de bon. Alors, petite question, notamment sur Trump. On va arriver maintenant dans ces contradictions quotidiennes. Est-ce que lui
D'après vous, c'est ce qu'il fait? Est-ce que il est dans ce profil qui était précisé du joueur d'échecs qui en fait fonctionne à l'instinct, ne sait pas demain de quoi est fait demain et se dit bon, on verra bien demain. Quand il prend une décision, effectivement pour les observateurs ou les analystes politiques, c'est très compliqué parce qu'on se dit bon, là il faut qu'on analyse une déclaration et en plus il faut qu'on imagine que peut-être demain il faudra revenir totalement et déconstruire tout ce qui vient d'être expliqué. Est-ce que Trump a une ligne directrice? Est-ce que lui-même psychologiquement comprend là où il veut aller, d'après vous? Alors, je dirais oui. Et je pense qu'effectivement, si on reste au premier degré, on risque d'être très désarçonné par ça, parce qu'il dit tout et n'importe quoi et son contraire. Bon, accessoirement, c'est des tactiques de négociation, the art of the deal, qui sont pas déraisonnables. Vous vous rendez imprévisible, vous mettez des coups de stress pour proposer après des solutions qui soulagent le stress. Enfin, et on peut penser qu'il ait une certaine ligne directrice dans ce chaos d'expression qu'il organise en permanence. Toutefois, la vraie question qui se pose, il avait été élu en garantissant qu'il ne partirait pas dans de nouvelles guerres, qu'il résoudrait la situation en Ukraine et en Palestine, qu'il réduirait le budgétaire américain de manière massive, qu'il mettrait en échec les structures de l'État profond. Et pour l'instant, il est en train de repartir dans le sens de la guerre partout où c'est possible, de trahir toutes ses promesses d'assainir le marais, et notamment de montrer comment, à travers les industries de chantage Epstein et P. Diddy, les services israéliens et la CIA s'étaient assurés le fait que tout le monde leur obéisse et que personne ne prenne le risque de s'exposer qui ait été compromis d'une manière qui contrarierait cet agenda. Il est en train de faire exploser le déficit budgétaire. Donc, le mouvement MAGA aux États-Unis est très désemparé aujourd'hui, est très désarçonné. Et de nouveau, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au moment de vérité. Soit il a un plan, et à ce moment-là, il faut quand même qu'il le déballe assez vite, parce qu'il va finir détesté de l'Amérique entière. Soit il n'en a pas, ce qui est possible, et à ce moment-là, ça veut dire qu'au bout de moins de 6 mois d'administration, il s'est déjà totalement décrédibilisé. Et autour de la crise iranienne, c'est quelque chose que je me suis permis de rappeler, parce que même des analystes que j'apprécie énormément, comme Idriss Aberkan, vous voyez, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il a bien joué ce coup-là, il a été très stratège ». Mais de mon point de vue, pas du tout. Déjà parce qu'il aurait pu faire autrement, mais surtout, en se conduisant comme il se conduit, il perd toute crédibilité à l'international. Alors, on parle de l'international, mais on pourrait même parler, alors nous, ça nous concerne moins, puisque bon, comme on est européen, finalement, là, le national américain n'est pas un sujet de priorité pour nous, mais pour les Américains, c'est une catastrophe aussi économiquement. Donald Trump a été réélu, sur une phrase qui est America's First, qui est donc remettre l'Amérique au centre du village, pour paraphraser une expression française, remettre de l'argent dans les foyers, réduire un petit peu le coût de la vie, en fait, améliorer tout simplement le pouvoir de vie des Américains. C'est totalement... Alors là, on n'y est pas du tout. Et les Américains payent toujours aussi cher leur gallon, donc c'est-à-dire le litre d'essence, si vous préférez, aux États-Unis. Les produits alimentaires, il avait fait d'ailleurs une grande vidéo promotionnelle avec des produits qui étaient sur une table en disant celui-ci seront à moins ci, moins ça quand je serai élu. Bon, force est de constater qu'ils sont toujours aussi chers qu'avant son élection. Donc, il n'y a pas d'évolution dans le quotidien des Américains. Et là, effectivement, on a vu aux États-Unis des manifestations. Alors, elles ont été aussi soutenues et entretenues par des intérêts d'opposition, donc il ne faut pas en être naïf. Elles ont été aussi passées sous silence. Enfin, on n'a pas vu en tout cas de grand soutien du côté des républicains ou du côté du mouvement MAGA, justement derrière. Il n'y a pas eu de front uni derrière Donald Trump, et on voit notamment que des personnalités effectivement telles que J.D. Vance, vice-président, ou même Tucker Carlson, vous en parliez, ou Bannon, quand même, soit ne disent rien, soit commencent à dire c'était pas ça l'idée. Voilà. Est-ce qu'il y a un vrai risque? Et s'il y a un vrai risque, je vais même ramener la question à Emmanuel Macron, s'il y a un vrai risque, jusqu'où ces personnes dont vous venez de définir qu'elles ont quand même
une psychologie tout à fait singulière. Jusqu'où ces personnes sont prêtes à aller? Oui. Alors, en ce qui concerne Trump, je pense vraiment que le moment de vérité est par rapport à Israël. Parce que c'est une situation totalement anormale où un pays entier, le plus puissant au monde, porte à bout de bras un petit pays parasite qui ne fait que semer les conflits, la guerre, la dissension à travers le reste du monde, grosso modo, sans aucun avantage. Les États-Unis n'en retirent aucun avantage. Et petit pays qui, de surcroît, on en parle beaucoup trop peu dans le débat public, est habité aujourd'hui par un projet messianique, eschatologique de fin du monde et de reconstruction du troisième temple. Alors, je sais que pour le commun des mortels laïcs en Occident, c'est juste difficile de s'aventurer sur ces territoires parce qu'ils ne peuvent pas imaginer de quoi il s'agit. Mais donc, à la tête du gouvernement israélien, aujourd'hui, vous avez cette idéologie qu'il faut semer le plus de destruction et de meurtres et de massacres parce que cela va hâter la venue du Mashiach, le Messie qui les attendent, et permettre de reconstruire un temple à Jérusalem. Et n'importe lequel d'entre nous trouverions ça complètement délirant. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel, et non seulement Israël, mais toute une partie du sionisme américain, dont Trump. Trump donne l'impression d'être totalement en allégeance par rapport à ça. Alors cela dit, plus Israël est dans la fuite en avant par rapport à ça, plus il est en train de rendre impossible son projet même et son existence même. Israël est en plein auto-effondrement. L'économie est en ruine. Les gens commencent à se barrer par centaines de milliers tellement ça joue plus. Les communautés juives à travers le monde ne suivent plus Israël. La majorité des juifs aux États-Unis ne suit pas Netanyahou et l'agenda messianique. Mais le sionisme évangélique et notamment le sionisme révisionniste dont Trump est très proche, eux veulent aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et c'est très étonnant comme perspective, parce qu'au fond, plus ils font ça, plus ils sont en train de couler Israël. Il y a un moment donné où Israël sera au banc des nations et ne pourra même plus exister en tant qu'État qu'Israël. Alors si c'est vraiment le plan de Trump, qui disant le sionisme a tellement, ce sionisme-là, je ne parle pas du sionisme laïque des origines, mais si ce sionisme-là a tous les leviers de pouvoir en Occident, on ne peut pas l'affronter frontalement, donc il faut le conduire à sa perte jusqu'au moment où les gens disent c'est fini Israël, vous arrêtez de nous emmerder, on fait un État laïque, multiconfessionnel, garanti par la communauté internationale, les Juifs qui sont là peuvent rester, les Palestiniens peuvent y être et revenir, et puis ça suffit ce merdier maintenant. Donc si c'est le plan de Trump, bravo, mais moi j'ai juste l'impression qu'il est en soutien inconditionnel de ce délire, et là on arrive dans des zones extrêmement dangereuses, parce que c'est des gens qui sont littéralement prêts à mettre le monde à feu et à sang pour faire venir le Mashiach, mais si le Mashiach ne revient pas, il y a en plus cette doctrine Samson dont on parle, qui est qu'Israël a déjà prévu que si son existence est menacé de manière existentielle, il est prêt à détruire le monde entier, y compris les capitales occidentales. Donc c'est juste dire l'espèce de folie religieuse délirante dans laquelle ils sont. Et des personnalités comme Macron, eux, de toute manière, ils n'ont pas de butoir quant à ce plaisir d'infliger de la destruction. Donc s'ils devaient envoyer une bombe atomique sur Moscou en sachant que la France serait dévastée en retour, psychologiquement, dans l'appréciation que je peux en faire, cela ne lui poserait aucun problème. Et même au moment où ils sont quand même en train de perdre le contrôle des opérations, il n'y a plus que cette pente d'autodestruction où j'emmène toute la population avec moi. Il y a même une tentation assez forte qu'ils l'utilisent. Eh bien, c'est un mot de la fin assez inquiétant. En tout cas, Jean-Dominique Michel, 1000 fois merci d'avoir été sur Divergence. Je rappelle vite fait les titres de vos principaux livres. La fabrication du désastre, qui est un livre absolument passionnant, Autopsie d'un désastre également, et puis bien entendu sur le Covid, Anatomie d'une crise sanitaire, et puis vous avez écrit notamment aussi Neurostratégie, comment prendre soin de son cerveau pendant le confinement et après. Visiblement, ça n'a pas été fait pour tous nos hommes politiques, et vous avez écrit également Votre cerveau est notre meilleur allié. Ça a été un moment absolument passionnant de vous avoir sur notre chaîne. Comment les gens peuvent, au-delà de vos livres, vous suivre? Vous avez effectivement une chaîne, vous avez des chroniques qui sont diffusées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, très volontiers. J'ai un site sur lequel j'offre des formations en ligne tournant autour des neurosciences. Effectivement, dans l'état de crise généralisé dans lequel on vit, c'est très important de prendre soin de son cerveau et de son psychisme. Ça, c'est jdmichel.com. Et puis, j'ai une chaîne web que j'ai ouverte il y a 3 ans maintenant pour précisément faire vivre une information qui puisse apporter des éclairages qu'on trouve difficilement ailleurs. C'est jdmichel.tv avec une chaîne correspondante sur YouTube, Odyssée, X et Facebook. Eh ben voilà, 1000 fois merci en tout cas à vous de nous avoir fait le plaisir et l'honneur d'être sur Divergence. J'espère qu'on vous retrouvera très vite pour parler pas que de nos fous qui nous gouvernent, mais de parler aussi de des sujets absolument passionnants, notamment comme cette transition Covid qui a été vécue de manière absolument apocalyptique, mais qui a été parfaitement bien vécue par contre justement pour nos fous politiques. Eux, c'était parfait. Tout était bien, le plan était bien suivi à la lettre. Allez, à très bientôt et on se retrouve sur Divergence Politique.